Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Économie et Société. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux M. Serge Bondeli Eleyi. Il est secrétaire général de la structure Young Men Action for Education, qui est en anglais bien sûr YEMAE, et en français, ça veut dire Action de jeunes pour l'éducation. Alors avec lui, nous allons parler de sa structure, bien sûr, mais aussi parler de sa mission spécifique, bien sûr, qui est celle de lutter contre les mauvaises pratiques dans le milieu scolaire. Je fais allusion à la corruption, mais aussi au monnayage de points et au monnayage de tout ce qui n'encourage pas l'émergence de l'éducation en République démocratique du Congo. Alors, bienvenue sur notre plateau, Monsieur Serge. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Je vous ai présenté succinctement et je pense que vous aurez encore la parole. Une fois de plus, nous dire qui vous êtes exactement et pourquoi vous avez choisi de lutter contre la corruption, surtout les mauvaises mœurs qui ont érigé élu domicile dans le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup. Je crois que si j'ai quelques éléments à compléter en termes de ma présentation, vous l'avez dit, Serge Bondeli Eleyi, secrétaire général de l'ONG YEMAE et représentant juridique également. Je crois que c'est ces cadres qui m'amènent ici, chez vous. La structure est partenaire éducatif du gouvernement. En même temps, ça fait partie des mouvements de la société civile. Et c'est une ONG donc, de droits humains, mais qui a un focus sur les droits sociaux, économiques et culturels, avec une particularité sur le droit à l'éducation, qui existe depuis l'an 2006. Mais la campagne a été lancée pour sa première fois, c'était en 2017. Et bientôt, ça sera donc la 7e édition. Jour pour jour, nous ne nous fatiguons pas. C'est une tâche lourde avec beaucoup de contraintes et de difficultés. Mais pour l'intérêt des enfants, pour l'intérêt de l'éducation, on continue à porter le fardeau, pour ne pas dire la croix. Vous êtes démarqué en fait à travers votre campagne qui est là, César Mombongoté, tout simplement, qui veut dire que l'école n'est pas du business. Ouais. Nous allons y arriver. Mais vous suivrez le secteur éducationnel en République démocratique du Congo. Et l'année académique 2023-2024 touche pratiquement à sa fin. Et les finalistes secondaires venaient d'organiser les élections, en fait, d'organiser le test de fin du cycle. Vous avez suivi de près. Et quelle est votre évaluation à ce niveau? Bon, je crois que le premier de points positifs est le fait que l'année a touché à sa fin. Ça, c'est le plus important parce que on peut bien commencer une année sans pourtant savoir si on saura la finir. C'est le cas de 2020, 2019, 2021 avec Covid qui avait paralysé pratiquement les activités. Ça, c'est de manière générale, mais il faut noter qu'il y a quand même ces coins où la clôture de l'année a posé sérieusement problème. Je vois ici Kwamut et une grande partie de la province du Grand Kivu. D'abord du Kwilu, à côté de Kinshasa, avec le phénomène Mobondo. Vous avez une partie de la province de la Chopo, parce que YEMAE, nous sommes national. Nous avons une large couverture sur l'ensemble du territoire national, avec les conflits Lengo et j'ai oublié notre communauté, qui a provoqué des déplacements massifs de familles, y compris des enfants. Vous avez la partie Tanganyika, qui est menacée par les débordements des eaux du lac. Vous avez pratiquement 4 écoles qui sont directement affectées, qui ont provoqué la cessation donc des apprentissages. Parce que l'eau du lac, jusque-là, c'est presque 50 cm. Le lac ne se calme pas. Ne se calme pas. Vous avez le puneux problème du Nord Kivu, avec le conflit armé qui a provoqué des déplacements massifs, la fermeture des écoles, de telle en sorte que même le dernier jour de passation de l'examen d'État, il y a eu vers le côté Massissi, des tirs qui ont même provoqué, des bombes qui sont tombées dans des salles de classe. Bon, heureusement, il n'y a pas eu péril en demeure. Les enfants étaient obligés de vider les lieux pour ne pas être exposés à de pertes de vies humaines.
mais du moins, ça montre qu'il y a sérieusement de problèmes. Mais globalement, pour l'ensemble du pays, l'année s'est achevée en beauté, si on peut le dire, en termes de nombre de jours. Mais toutefois, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de problèmes, mais du moins, l'année s'est achevée. Est-ce que quand vous faites des rapports pareils, est-ce que le gouvernement prend en compte vos recommandations? Bon, il faut avouer que nous sommes... Parce que vous êtes partenaire éducationnel. Exactement. Il faut avouer qu'il y a de ces questions pour lesquelles le gouvernement donne l'impression d'être attentif, mais il y en a aussi d'autres où on sent peut-être des gouvernements débordés. Mais il faut aussi avouer qu'il y a des questions qui, par moment, comme citoyens congolais, on sent que peut-être l'interlocuteur éprouve quelques problèmes d'appréhension et de perception. Parce que ici, lorsque nous parlons par exemple sur les questions de la marchandisation, vous sentez, c'est vrai que de plus en plus qu'on en parle, les gens comprennent, et de telle en sorte qu'au niveau du gouvernement, il y a des actes qui sont pris pour contenir ces phénomènes. Mais il faut avouer que c'était un jargon qui était totalement nouveau, bien que dans le fait, ça pouvait se constater. Mais comprendre cela du point de vue concept, jargon, c'était un peu nouveau parce que c'est du point de vue international que ces constats étaient dégagés. Alors lorsque vous êtes en face d'un certain nombre d'interlocuteurs, et bon, ils croient que vous venez sur des choses extraterrestres, mais nous continuons à parler et de plus en plus les gens arrivent quand même à comprendre. Ça vous arrive d'avoir des problèmes tels que... Parce que vous êtes longtemps dans les secteurs, une question me vient directement, c'est que vous êtes toujours favorable à la redynamisation de ce secteur en RDC. Où doit-on commencer? C'est un grand chantier. D'abord, je commencerai par appuyer la raison pour laquelle nous nous sentons beaucoup plus engagés, parce que l'éducation, prenons les cas de la République démocratique du Congo, a pratiquement trois raisons, ou trois buts. C'est défini dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. D'abord, booster la croissance économique. Si nous faisons une analyse comparative, est-ce que nous avons atteint la croissance? Question mark. Deuxièmement, créer ou donner ou livrer à la communauté des citoyens responsables, capables de relever les défis et qui sont porteurs de germes de la paix. Nous pensons que si nous analysons... Mais ça, ce n'est pas en termes de maximisation des recettes, non? Quand vous parlez de régénérer la croissance économique. Effectivement, la croissance économique, tout est dedans. Parce qu'il faut, pour que le pays ait les moyens de sa politique, il faut qu'il y ait des moyens. Mais ça ne va pas à l'encontre, justement, de votre demande, quand vous vous exigez que l'éducation soit un outil social et non commercial. Non, là, en fait, c'est le système dans son ensemble. Okay. C'est-à-dire, booster la croissance économique, c'est en termes du capital humain. Okay. Donc, le système doit former, là, nous sommes un peu, bon, heureusement, vous êtes économie et société. En économie, il y a ce qu'on appelle le cycle économique. Et parmi les facteurs de productivité ou de production économique, il y a la population qui occupe la première place. Et cette population doit être formée, parce qu'il faut avoir la main-d'œuvre. Donc, le système doit être outillé à travers l'éducation. À travers l'éducation et des formations continues. L'apprentissage. L'apprentissage. L'éducation, voilà pourquoi les ODD instituent, en termes d'obligation d'engagement des États, qu'il faut ouvrir les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour chaque citoyen dans le monde. Donc, et notre système éducatif a donc ces rôles-là. Et donc, si notre croissance économique pose problème, devrons donc interroger le système éducatif. Et comme citoyens, voilà pourquoi nous disons que nous devons être très engagés, parce que s'il y a la pauvreté, c'est que peut-être, ou d'une part, l'éducation n'a pas peut-être joué son rôle convenablement. Est-ce que ça ne doit pas choquer certains sur l'échelle de 1 à 10, où est-ce que vous placez l'éducation en RDC? Si je répondrais de manière arithmétique, certains ne comprendront peut-être pas. Nous prenons l'indicateur budget.
Parce qu'il y a le principe des Dakar, les engagements des États sur le financement de l'éducation, qui exige assez que le pays contribue à la hauteur de 22% de leur budget national pour le secteur de l'éducation. Et en République démocratique du Congo, le budget actuel, c'est en termes de 17-18%. C'est qui est, dirons, faible par rapport, aux engagements. Okay. Donc, c'est déjà un problème. Si nous prenons le financement et le pilotage de la stratégie sectorielle, ça demande 2 milliards 400 millions. Mais actuellement, le gouvernement, c'est en termes d'1 milliard 400 millions. Mais pourquoi vous ne faites pas de plaidoyer du genre à ce qu'on puisse... parce qu'on dit que c'est un secteur pro-pauvre, l'éducation. Ouais. Et pourquoi vous ne faites pas en sorte qu'on puisse un peu relever les budgets attribués par... les parlementaires dans ces secteurs-là? Bon, il est vrai que l'éducation, c'est un grand domaine, c'est toute une forêt. Il y a beaucoup de questions qui entrent en jeu. Il y a certains de nos collègues, société civile, qui sont beaucoup trop engagés sur les questions d'engagement budgétaire, suivi budgétaire, et qui sont plus là-dedans. Sur le plan pratique, nous sommes sur le plan, comme vous avez dit, pratique. Il est vrai que certaines questions que nous soulevons ont des liens tributaires avec les financements de l'éducation, mais pour être beaucoup plus cohérent, parce que si vous êtes partout, vous serez nulle part. Exactement. Il faut, et aussi, c'est aussi une question de stratégie. En fait, pour que nous puissions nous engager notamment sur la question de la lutte contre la marchandisation, nous avons fait ce qu'on dit l'analyse situationnelle et la compréhension des acteurs. En technique, on dit il faut trouver le maillot faible dans la chaîne pour pouvoir créer un boom à partir de cet élément faible. À ce moment-là, tout le monde se sentira concerné et se sentira responsabilisé. C'est ce que nous faisons, c'est l'approche que nous avons optée, c'est-à-dire apostropher les gens. Lorsqu'ils se sentent apostrophés, ils sont mis en mouvement. Et pour preuve, depuis qu'on a commencé la campagne, il y a de ces points qui ont connu une nette évolution, soit du point de vue cadre normatif ou cadre légal, soit à terme d'engagement, mais l'essentiel, on avance. Depuis presque 5 ans, avant de poser cette question, je vais revenir par une question qui s'apparente un peu banale, mais ça a quand même une signification. Qui sont habilités aujourd'hui à ouvrir un établissement scolaire en RDC? Parce que ça va faire pratiquement 5 ans que vous avez lancé une campagne qui est la César Mombongote. C'est très important parce que dans plusieurs écoles où nos enfants sont inscrits, on a tendance à tout vendre à l'école. En commençant par l'uniforme, la tenue, des objets classiques, et finalement, on exige même des frais de participation avant même que l'école ne commence. C'est fort dommage. En principe, ne peut ouvrir ou créer. La création ne peut créer une école. D'abord, c'est l'État qui crée une école. Ça, c'est le principe de base. C'est le principe de base par l'arrêté portant création et fonctionnement d'un établissement. Seul l'État est habilité à créer une école en République démocratique du Congo. Mais maintenant, cette école, l'initiative peut provenir soit de l'État lui-même ou d'autres personnes morales. Là, vous avez par exemple les confessions religieuses, les ONG, parce que avec le nouveau partenariat qu'on a revisité, je crois, il y a 2 ans, cette convention de partenariat en matière de création et gestion des établissements scolaires donne l'ouverture aussi à d'autres ONG, bref, à toutes les personnes morales. Vous avez aussi les personnes physiques qui peuvent créer une école, et ce qu'on appelle les écoles privées agréées. Là, ce sont des gens qui n'ont pas suivi qui n'ont pas fait la pédagogie, qui n'ont pas fait des filières liées à ces secteurs. Peut-être un commerçant qui veut chercher de l'argent et... C'est ça en fait la difficulté, mais du moins la loi fixe un certain nombre de conditions et de prérequis pour qu'une école soit autorisée à fonctionner, pour que l'école soit créée. Donc vous pouvez avoir le bâtiment, il y a ce qu'on appelle les enquêtes de viabilité. On vient, on évalue, c'est ce qui est sur papier, mais dommage, c'est ce qui n'est pas respecté parce que vous avez, et ça c'est ce qui est encore regrettable, c'est maintenant l'État qui ne donne plus l'exemple en termes de construction d'écoles. On n'exige pas un tenancier à avoir un diplôme en tel ou tel secteur. Il n'y a pas en fait, une exigence en termes de, si je peux dire, des études faites, parce que dans l'esprit du législateur,
toute personne qui se sent concernée à aider la communauté. C'est ça même la philosophie, l'esprit de la loi en ce qui concerne les écoles privées. Okay. Ça doit partir d'une personne qui est soucieuse d'aider la communauté en créant une école parce que l'État ne peut être pas en mesure d'être partout. Exactement. Vous voyez? Alors, la loi prévoit un certain nombre de conditions pour que quelqu'un puisse créer l'école. Vous avez, par exemple, de disposer des fonds de garantie de fonctionnement dans une banque capable de fonctionner ou de faire fonctionner votre établissement pendant 6 mois. Ce qui n'est pas respecté. Okay. Vous avez les conditions en termes de moralité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas ouvrir une école, quelqu'un qui, dont la moralité, la caution morale, aux mœurs légères, comme vous avez dit. Quelqu'un qui a déjà fait l'objet d'une condamnation en justice. Nous avons des gens ici qui, la probité pose problème. Il y a un panoplie de conditions, de prérequis pour pouvoir ouvrir une école. Là, il y a une faiblesse côté gouvernement pour veiller à tous ces principes-là. Et au-delà de ça, vous avez donc cet assaut, cet afflux de marchands, ce qu'on appelle de commerçants de l'éducation, qui est aussi, à un certain moment, une dynamique internationale. Qui, sur le plan de la viabilité, assure le tout. Mais au fond, il y a rien. Exemple, lui, il cherche l'argent. Par exemple, si vous êtes dans le Haut-Katanga, et au Lualaba, vous avez des écoles privées avec des infrastructures impeccables. Mais est-ce c'est l'essentiel? Non. C'est là où maintenant nous nous disons, en termes de la campagne École les âmes ont bon côté, que le lucre ne peut pas remplacer les savoirs. Exactement. Parce que lorsqu'on remplace les savoirs par le lucre, c'est à ce moment-là que nous tombons dans la descente aux enfers. Ouais. Donc, vous pouvez avoir cette envie d'ouvrir une école. Voilà pourquoi il y a la nécessité du fonctionnement de l'État. Parce qu'il n'y a pas seulement l'inspection en termes avant la création de l'école, mais il y a les conditions de fonctionnement qu'il faut respecter avant tout au long et après. Voilà. Mais on a souvent l'impression que lorsqu'une école est créée et puis tout le monde croise les bras, il y a 2 ans, je crois, nous étions parmi... Bon, je relativise un peu. On était sur une enquête d'une école qu'on appelait Toussé Voix, dans la commune de Kassabobo. Okay. Et on a apporté ces éléments à la connaissance du ministre sortant. Et l'école a été fermée. L'école a été fermée et c'était un désastre. Vous avez une école secondaire qui n'avait que 4 locaux. Et dans les 4 locaux, l'école organisait... Et combien de filières? 16 filières. 16 filières. Dans les 3 locaux, dans les 4 locaux, vous avez 3 pour les secondaires et les humanités et 1 pour le primaire, dans lequel on trouvait toutes les promotions de l'enseignement primaire. Vous imaginez le drame. Et ces écoles, il y en a presque partout. Presque partout. Mais les gens croisent les bras et c'est dramatique. Mais justement, c'est votre mission. Vous êtes investi là-dedans pour ramener les choses à la normale. Mais qu'est-ce que vous faites pour changer la situation? Nous sommes... Vous vous limitez à relayer la question aux personnes concernées ou vous êtes là, la sensibilisation sur le terrain et vous vous limitez là? Nous sommes les acteurs sociaux. La loi stipule que c'est au gouvernement d'organiser l'enseignement, bien que dans l'approche partenariale, parce qu'il faut écouter les partenaires. Prenons un exemple, il y a la rentrée. Il y a des questions qu'on peut soulever. Mais si l'État ne s'intéresse pas au fond pour pouvoir pénétrer le fond de votre pensée et attendre de vous des propositions concrètes pour pouvoir aller à la solution de ces problèmes, on ne peut pas forcer l'État. C'est vrai qu'il y a des mécanismes de pression qu'on peut faire, mais nous restons citoyens. Ce n'est pas pour autant qu'on va se comporter en Corneille Nangaa ou en Bissimois. Donc, c'est ça aussi notre problématique. En face de vous, vous avez quel profil d'interlocuteur qui est dépositaire du pouvoir public. Lorsque vous avez en face quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous dites, qui ne sait pas appréhender la portée, la profondeur de ce que vous posez comme problème, eh bien vous êtes perdu. C'est ça aussi notre difficulté que nous avons en République démocratique du Congo. Donc nous, pour répondre à votre question,
Nous, en termes de la campagne, nous agissons sur 5 axes. Vous avez les enquêtes et les études du terrain pour nous permettre d'être en phase sur ce qui se passe. Ensuite, nous avons la sensibilisation que nous faisons pour que les communautés comprennent les rôles. Et aujourd'hui, grâce à la campagne, il est presque difficile, surtout dans des milieux urbains, qu'un chef d'établissement se réveille et institue un frais sans pourtant réfléchir 3 fois, parce qu'ils savent que si l'école des montées tombe sur cette information, il va publier et ça ne sera pas bon. Nous avons ce qu'on appelle la dénonciation, parce que nous dénonçons, c'est que nous voyons que c'est anormal. C'est le cas du surveillant de l'examen d'État où on a vu que c'était le parti politique qui s'est jeté dans l'eau. Et depuis plusieurs années, on a dit que c'est fini. On ne peut pas continuer comme ça, il faut dénoncer. Nous avons ce qu'on appelle aussi l'accompagnement. C'est-à-dire que lorsque l'État s'est dit qu'il veut répondre à votre question, ou à la question, ce n'est pas notre question, c'est la question de la communauté, à la problématique soulevée, il veut s'engager à résoudre, on l'accompagne. On lui propose les approches. Voilà un peu donc enquête et descente de terrain, enquête, étude et descente de terrain, sensibilisation, accompagnement, dénonciation, je crois le 5e m'a échappé. Mais est-ce qu'il y a un barème fixé par l'État en termes d'argent, des écoles privées qui aident l'État bien sûr, mais est-ce qu'il y a de montants qu'on ne peut pas dépasser en termes de frais scolaires? Bon, en fait, c'est un fait très complexe. Ou c'est facultatif? C'est très complexe. Pourquoi? Je vous ramène un peu dans l'histoire. À un certain moment, paix à son âme, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, avec l'ancien ministre Marquer Mwangou, il pensait fixer les taux avec l'ancienne ministre provinciale de l'éducation, Mme Thérèse Olenga. Alors, ils ont essayé de catégoriser la nature d'école en 3. Les écoles d'excellence, les écoles moyennes et les écoles périphériques. Mais ils étaient butés à une difficulté. Vous avez par exemple une école comme ITPG Gombe, que les anciens de Kinshasa connaissent bien. Moi-même, l'ancienne appellation m'a échappé. Vous avez en deuxième lieu une école qui est à Gombe comme Sainte-Marie, qui est sur 24, à côté des Yab. Ce sont des écoles qui sont à Gombe. Mais les enfants qui viennent dans cette école, ou dans ces écoles, viennent pratiquement... De milieux modestes. De milieux modestes. Les camps qui est à côté. Voilà. On voit le Lingwala. Lingwala, vous voyez. Ils étaient butés en ces difficultés-là. Vous avez une école comme lycée Saint-Germain, ou l'autre, comment ça s'appelle encore, Angeli, l'école des Jésuites. Ça se trouve à Tchangou, mais ce sont des familles un peu assises. Comme Elimo Santo. Vous voyez. Donc, ils étaient butés en cette difficulté, ce qui a fait que c'était difficile de fixer le barème. Mais du moins, les 2 dernières années, avec notre point focal de Kinshasa, il a beaucoup travaillé avec le ministre provincial sortant de Kinshasa, ce qui avait fait qu'on avait fixé le barème, par exemple, pour les écoles qui ne sont pas concernées par la gratuité, de ne pas dépasser 600 000 francs en termes de frais à payer au niveau des écoles. Là, vous les dites en francs, mais là-bas, on les paye en dollars. Ça, c'est aussi un autre Ça, problème. c'est un autre problème. C'est en termes de perception et fixation des frais en monnaie étrangère. Et voilà pourquoi, dans le cadre de la campagne, nous disons que l'éducation n'est pas un commerce transfrontalier pour exiger que des devises. Mais est-ce que les inspecteurs se mettent au travail pour ça? Nous sentons, au fait, cette faiblesse, ces manques-là de la part des animateurs de l'État. Si on était en mathématiques, on pouvait se dire, bon, peut-être nous, on est vers les intégrales, bon, les autres sont au niveau de l'arithmétique primaire. En fait, ça nous équerre, vous abordez d'autres questions, mais vous sentez que le système est un peu, par ses animateurs, en retard par rapport à ces réalités. Mais l'éducation en RDC, on a l'impression qu'il y a 2 problèmes majeurs, sur les plans qualitatifs et quantitatifs. On fait allusion à ce que nous voyons. Il y a des écoles qui ne sont pas outillées. On apprend nos enfants à devenir de médecins, d'options scientifiques par exemple, mais il n'y a pas de laboratoire. De l'autre côté, on fait face à la quantité, le personnel vieillissant, les enseignants ne vont pas justement en retraite parce qu'on n'a pas l'argent à leur donner.
Oui, en fait, il y a une nécessité de réformer le système éducatif. D'abord du point de vue structurel. On ne peut pas continuer à œuvrer dans cette sorte de suicide collectif. Vous avez chaque année, les finalistes du secondaire, il y en a eu 900 000. Cette année. Tous vont aller à l'université. Et après, vous n'avez pas, le pays n'a pas une capacité d'absorption pour pouvoir donner du travail. Et vous avez une grande masse, d'abord, qui n'a pas correctement assumé les apprentissages, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est un cycle qui se perpétue. Voilà, en fait. Et lorsqu'ils sont déversés dans la société, ce sont des sans-emploi. Et on continue comme ça. Hors des États modernes, des États qui se sont développés, il faut réformer les choses, c'est-à-dire promouvoir beaucoup plus les apprentissages en termes de compétences. Okay. Parce que ceux qui doivent aller à l'université ou aux études supérieures, c'est pour peut-être devenir des cadres, mais des chercheurs. Mais nous, en fait, nous créons, s'il faut rester dans la philosophie de l'université comme des cadres, nous ne faisons que produire des cadres, et parfois des cadres défaillants. Et quand les gens sont défaillants, mais nous ne faisons que sombrer dans la pauvreté et tout ça. Donc, il faut assurer le développement du sous-secteur de la formation professionnelle et de métier, et ça arrangerait beaucoup de choses. Les solutions, il y en a. En tout cas, j'ai lu l'un de vos communiqués. Vous êtes inquiet de l'absence de dispositions pratiques et habituelles du ressort du pouvoir central pour prévenir, contenir et lutter contre la marchandisation des éducations. On parle du période pré- et post-rentrée scolaire, parce que nous y sommes maintenant là. Exact. C'est quelque chose que vous exigez, vous demandez à corps et à cri, mais on ne vous le donne pas. Nous avons un nouveau ministre qui vient de s'installer. Est-ce que vous avez fait le pas? Est-ce que vous avez essayé de présenter votre projet? Oui, avant que nous soyons comme une organisation citoyenne, c'est-à-dire respectueux d'un certain nombre de principes républicains, il est vrai que j'ai déjà eu à lui le dire personnellement de vive voix que le système est confronté au défi notamment de la marchandisation. Ça, elle le sait. Mais du moins, en ce qui concerne cette communication, nous lui avons adressé une autre technique pour lui dire, et je crois que c'est l'occasion aussi des communautés qui nous suivent de les comprendre. Exactement. Avant la rentrée, il y a en fait des axes qui sont concernés. Mais souvent, les gens tournent les regards que vis-à-vis d'un seul axe. Vous avez l'axe paix sociale avec les personnels enseignants, et vous avez l'axe paix, qu'on peut aussi dire social, avec les communautés. Justement, les familles. Les parents et le premier bénéficiaire de l'œuvre éducative qui sont les enfants. Exactement. Vous allez voir que le gouvernement investit beaucoup de moyens. C'est à raison. Pour sauver la parent. Pour sauver mettre l'enseignant au calme. Mais le gouvernement oublie les parents. Combien de familles ne sont-elles pas disloquées parce qu'il faut déverser autant de milliers ou des centaines de dollars face aussi à un certain nombre d'économies ou certains programmes familiaux, du fait que papa dit non, attends, on va faire ça. Ou des fois, on ne sait pas faire étudier tous les enfants. On ne sait pas faire étudier tous les enfants. Les familles souffrent énormément. Et parfois, vous vous dites, bon, je suis obligé de placer l'enfant dans une école qui ne relève pas du choix des parents, alors que le choix du placement d'un enfant à un établissement relève du droit constitutionnel. Ça fait partie de droits fondamentaux sur le plan éducationnel en République démocratique du Congo. Mais, que nous ignorons, bien sûr. Effectivement. Alors, de plus en plus, nous, en quelque sorte, ça nous révolte. Comment, lorsqu'il faut préparer une rentrée, il faut seulement penser, oui, à raison aux enseignants, mais les communautés. On fait juste un tour au marché, on donne l'apparence économique. Voilà. Où les histoires doivent être, les prix doivent être un peu baissés. En quoi les communautés sont exposées? Vous avez votre enfant qui est dans une même école, qui passe une autre classe,
on vous dit il faut payer le frais de réinscription pour cet enfant. Et ça, c'est obligatoire. Qui demeure dans une même école. Ça, c'est de la marchandisation. On vous dit il faut payer les uniformes dans cette même école. Ça, c'est de la marchandisation, mais au-delà de la marchandisation, ça doit interpeller toutes les structures qu'il y a en matière de lutte contre la corruption. Parce que je vais vous dire... Parce que c'est une forme de corruption aussi. De la mafia, voire même. Parce que vous avez ces gros importateurs de tissus qui, pour faire fuir les, comment on dit, l'infraction fiscale, les noms m'échappent, pour fuir le fisc, ils viennent entreposer dans des lieux secrets leur matériel et établissent des partenariats avec les tenanciers des écoles. Okay. Vous voyez? Ok, ça va aussi plus loin. Exactement. Lorsque nous avons dit que les parents sont exposés au vol et à l'escroquerie, ainsi qu'à des faits d'extorsion, nous le disons à raison, ce n'est pas en vain. Parce qu'on a mené des enquêtes. Vous avez ces tenanciers d'école qui ont développé une sorte de commerce triangulaire. Est-ce que l'école est reconnue comme entité commerciale? Non. Vous voyez? Autant de faits, vous avez le marchandage de droits d'inscription où on vous dit qu'il faut amener des chaises métalliques, des tables en plastique, des sacs de ciment, des blocs de briques, autant de choses qui n'ont rien à voir. Vous êtes expert dans le domaine, mais c'est quoi le comportement que doit adopter un parent face à ces situations? Il doit dénoncer, il ne peut pas remettre. Et là, c'est son enfant qui est foutu parce que... C'est là où maintenant nous avons dit qu'il ne faut pas que l'État laisse les terrains vides. Il faut que l'État, le gouvernement, le ministre d'État et le ministre de l'Éducation nationale puissent prendre des dispositions. C'est-à-dire, soit par elle-même, soit par ces deux bras qui sont le secrétaire général ou l'inspecteur général, une note circulaire qui reconnaît ce fait, qui condamne et qui réprimande. Mais ils ne peuvent pas s'arrêter là, il faut aller au-delà, mais d'abord prendre ces dispositions, parce que si ces dispositions ne sont pas prises, c'est-à-dire à ce moment-là, il manque un cadre de référence, un cadre légal, et ça met les choses dans une sorte de jungle. Mais par rapport à la marchandisation, que doit-on faire justement pour pallier la situation, pour éviter de retomber dans ces mêmes histoires des années et des années? Je crois que l'État a un rôle à jouer. Il faut que les gens reviennent à la normale. Nous n'interdisons pas aux gens de percevoir le frais. Jamais il m'a dit aux gens ne payez pas le frais. On ne le fait pas. Parce que nous savons que même du point de vue code de la famille, il revient à chaque parent d'assurer financièrement l'éducation, le développement de son enfant. Ça, c'est fondamental. Mais nous disons, par exemple, pour des écoles privées agréées, vous ne pouvez pas venir le matin parce que vous voulez finir votre chantier, dire aux parents, aujourd'hui, l'année passée, vous avez payé 200 $, cette année, vous allez payer 400. Ça ne peut pas se faire ainsi. Il y a des normes qu'il faut respecter. Réunion avec le comité des parents. Effectivement, il faut le prouver en termes de besoins, ce qu'on appelle le canevas budgétaire. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation de frais? Voilà ce que nous disons. En ce qui concerne les uniformes, ben, il faut laisser aux parents le libre choix de procurer les uniformes au niveau du marché. Ce que l'école doit faire en termes de la discipline, c'est de fixer les normes. Parce qu'on ne peut pas laisser les enfants venir tels qu'ils veulent. Et la discipline a un coût, a un prix. Il faut dire la taille, il faut énoncer les couleurs. Ça, c'est le rôle de l'école. Lorsque nous disons, il ne faut pas percevoir le frais en devise, parce que la plupart des parents sont agents ou sont des travailleurs. En République démocratique du Congo, d'abord, la Constitution dit que le franc congolais, qui est la monnaie d'échange et des transactions, ainsi de suite. Parce qu'il faut dollariser l'économie congolaise. Exactement. Et la loi des finances dit que l'instrument de comptabilité, c'est le franc congolais. Et la note circulaire sur les frais de scolarité précise clairement, ça c'est depuis plusieurs années, mais l'application pose problème, que la fixation et la perception ne peut se faire qu'en franc congolais. Mais lorsqu'il faut exiger aux parents amener le frais en dollars, un parent qui est payé en francs, il doit acheter la devise, ce qui crée
crée un problème en termes de pouvoir d'achat et venir reverser. Mais cet argent-là va aller où? Mais comment vous faites face à cette multiplicité des écoles bilingues qui naissent à Kinshasa actuellement, qui apparemment ont tendance à évoluer de leur manière? La faiblesse de l'État, une fois de plus. Parce que c'est ça, en fait, le reflet de la marchandisation. Le pays est francophone, oui. C'est ça, en fait, le reflet de la marchandisation. On interdit à personne de faire la promotion de l'anglais, mais au moins, comment procéder? Il faut, parce que scientifiquement, c'est un peu bombarder l'enfant. Ceux qui ont conçu le programme, ils ont tenu compte de plusieurs paramètres, notamment le développement cognitif de l'enfant. Il y a eu des études menées au préalable pour que le programme soit accepté. Sa capacité à appréhender les choses, ça varie selon l'âge. Voyez. Mais lorsque vous dites qu'à l'enfant de 3 ans, il sera en mesure de manipuler l'ordinateur, c'est vrai que le siècle de vitesse dans lequel nous nous retrouvons, les enfants ont développé beaucoup plus de capacités de savoir. Mais le savoir est différent de la compétence. Exactement. Parce que l'école, au-delà de donner à l'enfant le savoir, mais il faut que l'enfant sorte avec des compétences. Donc, il y a nécessité pour l'État de réguler. Mais il y a ces écoles où l'État, par ses inspecteurs ou ses agents, ne visite même pas. Vous avez des écoles. Ici à Kinshasa, je ne vais pas à l'intérieur du pays, ici à Kinshasa, dans des communes à moins de 5 km du bureau du ministre national, qui ont fait 2 ans sans être visités par un inspecteur. Tout simplement parce qu'il est influent, le promoteur. Ça, c'est aussi une des raisons. Ou ils sont dans sa poche. C'est aussi une raison. Il y a aussi les cas de l'insuffisance des inspecteurs itinérants, aussi la démotivation des inspecteurs itinérants. Parce qu'on ne peut pas. Parce que ce sont des gens qu'on considérait un peu comme les inspecteurs de l'IGF, qui sont tenaces et puis incorruptibles. Et moi, je me dis, est-ce qu'il arrive à un certain moment au niveau du gouvernement de faire le partage des expériences entre les différentes inspections? C'est le même cas avec les inspecteurs de la santé, où on voit de pharmacie n'importe où. Donc, à un certain moment, on s'est dit, est-ce que nous sommes conscients des enjeux? Et là, comme acteur de la société civile, c'est ça, en fait, qui milite pour que nous puissions garder un style de langage. Parce que lorsque on a l'impression qu'on a affaire à des personnes qui apparemment ne comprennent pas, il faut garder un style de langage. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses de cette manière au risque et au péril de nos vies et de notre lendemain. On est pratiquement à la fin de cette émission qui, bien sûr, me laisse un goût sucré dans la bouche. Vraiment. Malheureusement, les temps nous pourchassent. C'est pas quoi le message que vous lancez aux parents, à tous ces gens qui ont des difficultés peut-être pour la rentrée scolaire qui s'annonce. Vous leur dites quoi? À l'enfant de savoir que sa place est à l'école. Et il doit vraiment mettre tout ce qu'il a pour faire de bonnes études. En tout cas, que personne ne vous trompe. Oh non, la mathématique qu'on a apprise à l'école ne sert à rien. C'est faux. Ça sert à quelque chose dans la vie. Il faut étudier avec sérieux, avec concentration. Nous sommes dans un temps où les réseaux sociaux, l'éducation diffuse détruisent le mœurs. En tout cas, chers parents, veillez sur les influences du monde contemporain. Les influences négatives, bien sûr, pour que les enfants ne soient pas infectés. Au gouvernement d'être à la hauteur des enjeux et défis. Je crois qu'en ce qui concerne les questions de la marchandisation, nous devons être en mesure de dénoncer et nous devons être des citoyens aguerris. Le problème qu'on a, on a des citoyens trop amorphes qui accompagnent le mal sous prétexte que c'est l'autre qui viendra faire la chose à sa place. Ce n'est pas comme ça qu'on ira de l'avant. Et voilà, je crois au ministre en charge de l'éducation de prendre des dispositions pour contenir, prévenir et lutter contre la marchandisation de l'éducation, parce que déjà la situation est intenable avec les taux du dollar. S'il faut que la rentrée scolaire représente une menace sur la santé mentale et physique des gens, je crois que face à toute éventualité, c'est la santé qui va primer. Et quand la santé va primer, ce sont les enfants qui resteront à la maison. Ça ne me reste qu'à vous dire merci, parce qu'en dépit de votre multiples occupations, vous avez accepté de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier et je reste disponible. Merci beaucoup.